hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu, je peux pas vraiment dire les vlogs, on va plutôt dire que je suis de retour sur YouTube sans réellement donner de nom de genre à ces vidéos-là. Je suis de retour pour vous parler de mes lectures. Mais non, je ne ferai plus de vlog, du moins pas pour le moment. J'en ai un petit peu parlé sur Instagram au moment où j'ai arrêté. En fait, tout simplement, je n'ai plus le temps de vlogger. Il faut savoir que vlogger, ça demande beaucoup de temps parce que dans notre quotidien, il faut avoir le réflexe de tout le temps sortir son téléphone pour filmer et autres. Donc à un moment donné de ma vie, ça marchait très bien, j'y prenais beaucoup de plaisir. Et puis à un moment, c'était plus le cas. Voilà, j'y prenais un peu moins de plaisir et c'était trop contraignant avec l'arrivée du bébé et d'autres choses dans ma vie personnelle qui font que c'était vraiment très compliqué de vlogger. En plus, ça prend énormément de temps pour faire le montage. Donc j'ai choisi d'arrêter les vlogs et donc j'ai longtemps réfléchi à est-ce que j'abandonne définitivement YouTube et je me concentre uniquement sur Instagram, ce qui était très bien aussi, ou est-ce que je trouve une autre façon de faire des vidéos et de partager mes avis lecture. Et dans ma réflexion, j'en suis venue au point où je me suis dit, mais en fait, ce que je veux faire, c'est donner mon avis sur des livres en vidéo parce que j'arrive à passer beaucoup plus d'émotions qu'avec une chronique écrite sur Instagram. Et donc je me suis dit, en fait, je vais simplement faire ça. Et ça va être plus rapide à filmer, plus rapide à monter, ça sera plus direct. Vous verrez plus vraiment mon quotidien de lectrice, mes moments de lecture, mes moments cocooning, mes petites recettes, mes ceci et cela. Mais ça ne veut pas dire que peut-être de temps en temps, je vous montrerai quelques petites choses. Voilà, en attendant, le programme, c'est des vidéos qui sont en one-shot et où je vous parle de mes dernières lectures. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes deux dernières lectures. La première, c'est Sur le chemin du pardon de David Baldacchi, paru chez Talent Éditions. Et le deuxième roman, c'est La femme périphérique de Sophie Pointurier, paru chez HarperCollins en format poche et qui fait partie de la sélection du prix HarperCollins Poche. Donc je vais vous parler de ces deux romans. Mais avant ça, je vais vous montrer quelques réceptions. Donc certaines, je les ai déjà ouvertes. Donc je sais ce que c'est. Et pour d'autres, on va le découvrir. Enfin, du moins pour une autre réception, on va le découvrir ensemble. Et donc c'est parti pour les réceptions de la semaine. Alors, je vais commencer avec tous ces romans. Alors certains n'ont pas été reçus cette semaine, mais ont été reçus, enfin certains, parce qu'on l'a reçu en deux fois. Je les ai reçus récemment, on va dire, ça n'a pas réellement été cette semaine, mais j'ai très envie de vous en parler. En fait, j'ai été sélectionnée pour faire partie du jury pour le prix HarperCollins Poche de la sélection 2024, et donc ici on a 5 romans qui ont été sélectionnés pour ce prix-là, et donc ce sont des romans que l'on doit lire prochainement. Donc j'en ai déjà lu 2. Aujourd'hui je vais vous en parler d'un seul, donc c'est celui que je vous disais tout à l'heure, La femme périphérique. J'en ai lu un autre et je suis actuellement en train d'en lire un troisième. Ça je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, mais pour le moment j'ai très envie au moins de vous présenter les titres de ce début de sélection. Donc La femme périphérique, je ne vais pas réellement m'attarder dessus parce qu'on va en parler longuement un peu plus tard. Ensuite, on a Mon acrobate de Cécile Pivot. Donc, je vous laisse regarder la couverture. Je vous lis quand même le résumé, peut-être que ça peut vous intéresser. Un matin, Isia regarde son mari quitter l'appartement où ils ont élevé leur fille Zoé, renversée par un chauffard quelques mois auparavant. Elle n'a pas un geste pour le retenir, soulagée d'être seule avec son chagrin, libre de s'enfermer dans la chambre intacte de son enfant. Mais au fil des jours, la faim, le besoin de marcher, de sentir le soleil sur sa peau reviennent. Isia comprend qu'elle doit vivre cet après et trouver une activité où nul ne sait rien de sa perte. Ainsi devient-elle une drôle de déménageuse, aidant ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas jeter, trier, ranger, vider. Sa rencontre avec Samuel, un jeune homme au franc-parler déconcertant, et toutes les personnes que son travail insolite mettra sur sa route sont les premiers fils bien fragiles qui ramèneront
peu à peu cette famille perdue vers les vies. Donc ça, je pense que c'est un roman qui il doit être très très émouvant. Le thème me rappelle un petit peu, vous savez, le roman d'Agnès Martin-Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café, c'est un de mes romans favoris ever. Je crois que je l'ai lu je ne sais combien de fois, vraiment, tellement j'adore ce roman. Et donc le thème est un peu pareil, c'est après comment on se remet de la mort d'un enfant, si quand bien même un jour on puisse s'en remettre. Donc ça, je pense que c'est très émouvant et j'ai assez hâte de le découvrir. Un autre des romans, Rien ne dure vraiment longtemps, de Mathieu Steele, avec une couverture qui est vraiment splendide. Le résumé, son phrasé est celui d'un garçon pressé, les images qu'il convoque autant de coups de feu dans l'âme. L'itinéraire de Mathieu Steele, dit Charles, ne souffre aucun temps mort. Sa naissance sous X, son parcours de gosse aux 1000 questions, puis ses premiers joints dans le 19e arrondissement de Paris, son blaze choisi pour la vie, ses déambulations sous crack, il les raconte. Et un beau jour, il a sombré. Mais Mathieu a fini par supplanter Charles, sa rédemption après l'addiction, son sevrage, il les raconte aussi. Rien ne dure vraiment longtemps, c'est un constat et c'est un vœu, un hymne à ceux qu'on croise sans les regarder. Une trace écrite de toute la violence du monde, c'est le récit lumineux d'un garçon sensible qui avait toutes les cartes pour mourir et a choisi de vivre. Ouais. Très hâte aussi de le découvrir. Ensuite, nous avons Maman à moi de Valérie Bonneton. Gaston est un bichon maltais petit, poilu et blanc, mais il se voit comme un animal puissant. Sa mission, rendre heureuse maman, sa maîtresse. Elle s'appelle Valérie, elle est actrice en attente d'un vrai rôle, mère célibataire de 2 enfants, dont l'un est en rémission d'une maladie grave. Gaston escorte maman, il l'observe perdre pied, se battre, renaître. Vaillant soldat au service d'un grand amour. Tout est vrai et inventé dans ce premier texte de Valérie Bonneton, d'une folle fantaisie. Il fallait son humour pour faire parler Gaston, son propre bichon maltais témoin d'un chemin d'épreuve, tout en pudeur et en émotion. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que c'est un roman de la propre vie de l'autrice. Donc sûrement, il y a des passages qui ont été inventés, comme elle le dit, tout est vrai et inventé. Mais ça peut être très intéressant à lire aussi. Bon, voilà. Et enfin, le dernier, c'est Ajar Paris de Fanta Dramé, avec une couverture qui est juste splendide. En 2013, après le décès de sa grand-mère, Fanta Dramé se rend pour la première fois en Mauritanie à Ajar, le village natal de son père. De retour à Paris et bouleversée par ce voyage, elle décide d'aller à la rencontre du plus troublant des paysages, celui de ses origines. N'éludant que ce qui met à mal sa pudeur culturelle, son père dévoile enfin l'histoire qu'il n'avait jamais racontée, celle sur laquelle sa fille n'avait jusqu'alors jamais osé l'interroger. Il évoque les doutes et les épreuves qui ont marqué sa décision de quitter son pays et jalonné son existence au cœur d'une culture si différente de la sienne. Ajar Paris emmène le lecteur dans un récit sensible où les voix générationnelles se confrontent, dans l'émotion, l'incompréhension parfois, retraçant un itinéraire personnel et intime qui s'inscrit pleinement dans la grande histoire nationale. J'ai également très hâte de lire. Donc c'est une très belle sélection qui donne vraiment envie de découvrir tous ces romans. Ensuite, une petite pause thé. Ensuite, j'ai reçu de la part de Albin Michel le tome 3 et le tome 4 de la saison des débutantes. Donc ici, vous avez le tome 4, donc celui-ci c'est le 3, qui s'appelle Delilah, la romantique. Donc ça doit se passer en hiver avec la neige et tout, ça doit être génial. Et le tome 4 qui est Clarissa l'étourdie. Donc vous savez, c'est une série que j'ai connue il y a, donc avant l'été, donc je ne me souviens plus exactement quand, que j'ai connue avec les 2 premiers tomes, qui étaient Felicity l'intrépide et l'autre je ne me souviens plus. Et en fait c'est très très drôle, c'est du cozy mystery, non c'est pas du cozy mystery, non, c'est je sais pas trop vraiment
comment le décrire ce genre, mais en tout cas c'est exceptionnel, c'est très 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 drôle, c'est très léger, donc faut vraiment pas y prendre ça pour de la grande littérature, mais c'est vraiment très léger, on passe un excellent moment, c'est très drôle. Donc c'est écrit par Agatha MC Beaton, qui est l'autrice de la série Agatha Raisin. Je sais pas pourquoi je voulais dire que c'est écrit par Agatha Raisin, parce que c'était écrit juste ici, mais non, c'est MC Beaton. Donc voilà, donc là on a les 2 tomes suivants et il me semble qu'il y en aura encore 2 autres si j'ai bon souvenir. Il me semble que j'avais regardé combien de tomes il y avait en anglais et il me semble qu'il n'y en avait que 6 ou 8. Je me souviens plus, mais il me semble que c'était 6. Donc voilà, donc j'ai assez hâte de découvrir ces 2 tomes. Donc pour pitcher un petit peu, je ne vais pas lire les 2 résumés, mais pour pitcher un peu la série, on va suivre 2 sœurs qui sont Amy et Effie Tribble, qui sont 2 sœurs qui sont ruinées. Elles sont ruinées, mais elles vivent dans le Londres un peu mondain, et donc elles n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins et de continuer à vivre dans cette société qui leur coûte extrêmement cher, parce qu'il faut acheter des vêtements, il faut recevoir, il faut payer des domestiques, et donc tout ça coûte extrêmement cher et elles n'ont plus un sou. Et donc elles ont l'idée de poster une annonce pour offrir leur service à des parents qui souhaitent marier leur fille mais qui n'y arrivent pas pour X et Y raisons, plein de raisons différentes. Et donc elles vont offrir leur service et prendre sous leurs ailes ces jeunes filles qui ne sont pas mariées, afin de leur trouver un mari au cours de la saison, d'où la saison des débutantes. Et donc voilà, donc c'est très très drôle, c'est très léger et vraiment je me régale avec cette série. Et donc j'ai très hâte de découvrir les prochains tomes. Merci beaucoup à Albin Michel. Et enfin, donc la dernière réception qui est un gros colis qui nous vient de HarperCollins, roman étranger au gré du monde. Je vais essayer d'ouvrir ça sans faire trop de bruit et sans montrer. Alors, essayez d'éviter de donner un coup dans mon thé aussi, ça peut être une même chose. Je crois que c'est collé. Ah, bonne idée ça. On va éloigner le thé parce que j'ai peur de faire des bêtises. Je sais pas vraiment comment ouvrir. Ah, ça a été collé. Alors, j'ai pas vraiment souvenir d'avoir demandé ou quelque chose qu'on ait échangé sur ça. Donc, c'est une totale découverte. Je crois. Sinon, j'ai complètement oublié. Alors, déjà, on a... Ah, c'est du café. J'allais dire c'est du thé, mais en fait, la texture, vous voyez, c'est mou, mais c'est pas vide comme le thé, vous voyez. Là, c'était une texture bizarre. Et en fait, c'est parce que c'est du café pur arabica fabriqué en France. Avec une couverture de livre qui doit être là-dedans, je suppose. Café Angel, une nouvelle ère. Il y a un petit truc là pour sentir. Ça sent bien le café. Avec les petits marque-pages des romans. Ah, celui-ci, l'image derrière est juste trop trop belle. J'espère que vous verrez bien. Ouais. Et donc nous avons, il me semble bien que je n'étais pas au courant de cette réception, donc superbe surprise. Ah oui, il me semble que j'étais pas au courant. Tant de nuances de pluie, de Asha Lemy. HarperCollins au gré du monde. Trop bien. Je vous lis le résumé. Kyoto. Non mais attendez, ça me dit quelque chose. Bon, je vous lis le résumé. Kyoto, 1848. Nori Kamisa n'a que 8 ans lorsque sa mère la laisse devant l'immense demeure de sa grand-mère. La famille Kamisa est parmi les plus nobles du Japon. Or, Nori, aux cheveux crépus et à la peau foncée, est le fruit d'une relation scandaleuse avec un gaijin, un étranger noir de surcroît.
Alors sa grand-mère va tout faire pour la cacher. Elle l'installe au grenier et l'oblige à subir des traitements pour la rendre plus japonaise. Elle lui lisse les cheveux et la soumet à des bains d'eau de javel pour que sa peau blanchisse. Nori accepte son sort malgré sa curiosité lancinante pour ce qui se trouve à l'extérieur des murs du grenier. Mais lorsque le hasard amène son demi-frère aîné légitime, Akira sur le domaine qui est son héritier et... J'ai pas compris. Mais lorsque le hasard amène son demi-frère aîné légitime, Akira, sur le domaine qui est son héritage et son destin, Nori accède à un monde nouveau, un monde dans lequel elle n'est pas une intruse, mais un être libre digne d'être aimé. Cependant, tout a un prix et la liberté de Nori exigera plus d'un sacrifice. Tant de nuances de pluie est une épopée éblouissante qui traverse décennies et continents avec une grâce inouïe. Eh ben, si, je crois que si en fait, parce que ce résumé il me dit quelque chose, donc je me demande si c'est pas nous qui les avons choisis, mais je me souviens plus très bien. un peu perdue la fille. Et donc le deuxième roman, c'est Café Angel, je sais pas comment on dit, une nouvelle ère de Anne Jacobs sous le pseudonyme de Marie Lamballe, par l'autrice de la série best-seller La Villa aux étoffes. Trop bien. Wiesbaden, 1945. La jeune Hilde a du mal à croire à sa chance. La guerre est finie et le café Angel a été miraculeusement sauvé. Hilde rêve de redonner à l'entreprise familiale le prestige qu'elle avait autrefois quand ce café emblématique de la région réunissait artistes et personnalités influentes. Pour cela, elle ne peut compter que sur elle-même et sur sa mère, son père et ses frères n'étant pas revenus du front français. Grâce au marché noir florissant, elle parvient à rouvrir le café et les clients affluent. Des soldats américains comme des Frauleins, ceux qui ont réussi à garder leur possession pendant la guerre comme ceux qui ont tout perdu. Contre toute attente, le père de Hilde est libéré et rentre chez lui. Mais à peine retrouvé, la joie est de courte durée. Maintenant que son père est de retour, Hilde est reléguée à un rôle de serveuse. Et lorsqu'une belle jeune femme réfugiée de Prusse orientale se présente au café comme sa cousine Louisa, c'est le cœur de tous les habitants de l'immeuble et de ceux qui fréquentent le café que la nouvelle venue va conquérir, y compris celui de l'amour de jeunesse de Hilde. Aïe. Aïe. Ça peut être très très intéressant à lire. Parce que, donc on a quelqu'un qui se donne pour redonner, reconstruire, on va dire, l'entreprise familiale. Puis au final, le père revient et puis du coup, merci beaucoup, mais c'est plus la peine. Puis ensuite, la cousine arrive et puis finalement, tout le monde l'adore, y compris son copain. C'est génial. Son copain, ça ne dit pas qu'ils sont ensemble, mais du moins, c'est génial. C'est super. Un roman choral passionnant dans lequel se croisent au Café Angel une foule de personnages, tous plus attachants les uns que les autres. On aurait envie d'y faire un tour et de compter parmi les clients et les amis de Coq. Irrésistible. J'avais pas lu La Villa aux étoffes, mais il faudrait qu'un jour j'y remédie. Je vous remonte quand même la couverture qui est trop belle. Vraiment trop belle. Et merci beaucoup HarperCollins parce que c'est vraiment des romans qui sont très beaux, faut le dire. Ils sont vraiment très beaux. Et donc nous avons également ok, donc ça c'est la description de toute la sélection. Il y a également le premier tome de La fille de Helsingland, ok. Alors peut-être qu'ici on nous dit les dates de parution. Ok. Ça peut être peut-être intéressant si les livres vous intéressent. Ok, donc ces deux romans paraissent en octobre 2023. J'ai pas le jour exact, mais ils vont paraître courant du mois. Donc s'il y en a un qui vous intéresse, ils vont sortir là ce mois-ci. D'ailleurs, si vous intéresse, que vous souhaitez vous les procurer, que vous les êtes procurés, ou alors que vous les avez également reçus, que vous souhaitez faire une lecture commune, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, ce serait avec plaisir.
voilà, puis après il y en a d'autres que je vous laisserai regarder sur leur site. Et ça, c'est pas la vie l'été quand il fait chaud. Bon là c'est pas tout à fait le cas parce qu'il pleut depuis ce matin, mais ça c'est vraiment le truc qui est hyper utile quand il fait très chaud. Donc voilà, pour les réceptions c'est terminé et maintenant place à mes avis lecture. Donc maintenant je vais vous parler de ma lecture Une minute avant minuit de David Baldacchi. Tout à l'heure je vous ai présenté le premier tome. J'étais complètement à l'ouest, c'est pas du tout ça. Ça, c'était le roman que j'ai lu l'année dernière et cette année, j'ai lu le deuxième tome qui est Une minute avant minuit de donc David Baldacchi, paru chez Talent Edition. Alors ici, nous allons suivre Atlee Pin. Atlee Pin est une agente du FBI. Elle travaille à côté du Grand Canyon. Donc je vous en ai parlé maintes et maintes fois dans mes vlogs parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé découvrir dans le premier tome. On va dans le premier tome découvrir qu'elle a une sœur jumelle et que lorsqu'elle avait autour de 6-7 ans, sa sœur jumelle a été kidnappée. On ne sait pas si elle est toujours en vie ou non, vu qu'elle n'a jamais été retrouvée. Ses parents ne sont plus là. Et donc elle vit avec ça. Elle était dans la même chambre que sa sœur quand le drame est arrivé. Quelqu'un s'est introduit dans leur maison, a kidnappé sa sœur et l'a laissée elle pour morte. Et donc on découvre ce drame-là dans le premier tome sans réellement savoir ce qu'il s'est passé et sans qu'on aille plus loin voilà, dans ce fait-là et sans qu'on sache réellement ce qui est arrivé à la sœur. Dans ce deuxième tome, on va beaucoup plus se concentrer sur cet événement-là en essayant de savoir ce qui est arrivé à sa sœur. Enfin, Atlee va essayer de découvrir ce qui est arrivé à sa sœur qui s'appelle Merci. Et donc pour cela, elle va se rendre dans la ville où elle habitait à cette époque-là avec ses parents et elle va rencontrer toutes les personnes qui connaissaient ses parents, les interroger et mener sa petite enquête. On va très vite se rendre compte que tous les personnages cachent des choses. Tous ceux qui ont connu les parents de Atlee à cette époque-là, tout le monde a des secrets, tout le monde cache des trucs, il n'y a personne qui est réellement honnête et qui dit tout ce qu'il a à dire. Donc ça met un suspense assez intéressant tout au long du récit, parce que c'est vrai qu'il est quand même pas court, hein, il fait quand même 550 pages. Donc on a quand même ce suspense qui est mis en place et qui grandit petit à petit. Et donc ce qui nous tient aussi en haleine. À côté de ça, il y a un crime qui est commis dans la ville où se trouve Atlee, donc dans celle où elle a grandi, et elle va aider la police locale à investiguer et va entrer en scène plein de nouveaux personnages, et on va les rencontrer et franchement c'était vraiment chouette parce que par rapport au premier tome, et c'est vraiment ça que j'ai préféré par rapport au premier tome, et donc déjà on va voir Atlee, connaître Atlee sous un nouveau jour. Parce que dans le premier tome, c'est vrai qu'elle est un peu badass, vous voyez, mais elle est très froide, très distante, même avec son assistante, elle est un peu froide et distante. Tandis que là, on la connaît sous un nouveau jour. Donc oui, elle a toujours ce côté un peu renfermé, un peu secrète, un peu froide, mais beaucoup moins. Et elle va beaucoup plus s'ouvrir aux autres et on va en savoir beaucoup plus sur elle, sa personnalité, sur ses peurs, ses craintes, etc. Et donc moi, j'ai adoré découvrir ce personnage, j'ai en savoir beaucoup plus sur elle. Son assistante, bon, je l'adore toujours autant, elle est vraiment géniale. Et le duo marche vraiment très très bien. Voilà. En ce qui concerne l'enquête, donc moi je trouve que l'enquête est plutôt bien menée, le suspense est grandissant. Bon, j'avais ma petite idée du coupable, mais ma petite idée est venue déjà très très tard dans ma lecture, donc on peut presque considérer que j'ai rien vu venir, mais à peu près comme à chaque fois dès que je lis des romans d'enquête, donc rien de très nouveau là-dedans. Donc voilà, donc c'était un superbe roman, c'était vachement bien, j'ai bien aimé. On en sait un peu plus sur la disparition de cette sœur, mais on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. On en sait plus sur la famille d'Atlee. Donc il y a quelques détails qui sont révélés.
détails, des gros détails quand même. Voilà, on avance, mais c'est pas encore ça. Donc, hâte de découvrir le 3e tome, hâte de savoir ce que devient notre héroïne, comment elle évolue et comment on va enfin, et si on va enfin savoir ce qui est arrivé à sa sœur et ce que, voilà, je peux pas trop vous en dire parce que je peux vous en dire un petit peu plus parce que j'ai peur de vous spoiler et ça serait vraiment dommage. C'est une superbe histoire, c'est des superbes personnages. Après oui, il y a quelques longueurs, enfin 500 pages, c'est parfois long. Dans l'écriture de l'auteur, c'est bien, mais parfois il y en a un peu trop. Enfin, je pense que voilà, c'est en fait ces petits détails qui font que ce n'est pas un coup de cœur, mais par contre j'adore réellement cette saga. Et j'ai trop hâte de lire la suite et donc de lire le 3e tome. Et je vous conseille fortement ce 2e tome ou cette saga, même le premier si vous ne l'avez pas encore lu. Et donc maintenant mon avis sur La femme périphérique de Sophie Pointurier qui est ma première lecture de la sélection du prix HarperCollins Poche. Donc dans ce roman, je vous ai lu le résumé. Ah non, peut-être pas. Non, tout à l'heure, je ne vous ai pas lu le résumé justement parce que j'allais en parler maintenant. Donc, dans ce roman, on va suivre plein de personnages. Il y en a vraiment beaucoup. Certains sont secondaires, beaucoup sont secondaires. Ils apparaissent de temps en temps et enfin, voilà, ils ne sont pas essentiels pour l'avancée de l'histoire. Mais on va principalement suivre Peter et Petra Wolf. Wolf, je ne sais pas exactement comment on dit, mais peu importe. En fait, c'est un couple d'artistes. Donc là, on se situe en Allemagne. Ce sont 2 artistes qui sont très très bien cotés. Ils sont célébrissimes. Leur tableau se vend très très bien. Et donc, ils sont extrêmement connus. Donc là, on est en Allemagne. Le seul problème est que, en fait, on a un directeur de galerie, je ne sais pas bien comment on nomme son poste, quelqu'un qui a une galerie et qui veut absolument que le couple se déplace pour l'exposition qui les concerne. Enfin, il va faire une exposition sur les tableaux de Petra et Peter Wolf et il veut absolument que le couple se déplace. Problème, c'est que Peter est connu pour avoir une phobie administrative et ne pas être à l'aise avec la foule. Donc, il ne se déplace jamais. Il ne se déplace jamais et il ne va jamais aux événements, même ceux qui les concernent. Même quand il y a des vernissages de leurs propres tableaux, il ne se déplace pas. Et donc ça, c'est un problème parce que le monsieur est un petit peu insistant et très influent dans le monde de l'art. Et donc il insiste jusqu'au point où il va porter plainte il va surtout signaler la disparition de Peter en disant que voilà, celui-ci a disparu, on ne sait pas où il est, et donc afin que la police allemande fasse son investigation et retrouve Peter. Donc tout le monde trouve ça un petit peu ridicule, mais l'enquête va être menée. Alors, là, je vous ai pitché un petit peu le roman. Je vous avouerai que moi, je suis un peu partagée sur cette lecture. Je suis désolée, j'ai été coupée, plus de batterie. Donc, du coup, voilà. Donc, je dois recommencer. Enfin, je vais essayer au moins de reprendre où ça a coupé. Je crois que là, vous voyez la chienne, elle n'est pas ici. Il me semble que vous la voyez. Ok, je reprends. Donc, je vous parlais de La femme périphérique et j'étais en train de vous dire que voilà, tout l'aspect historique avec le contexte historique en Allemagne, à Berlin plus précisément, quand le mur de Berlin existait encore, tout ce contexte-là qui est... alors, on rentre pas trop dans les détails et c'est un petit peu ce qui, moi, m'a dérangé, mais parce que j'adore les romans historiques. Après, je ne suis pas sûre que là, ce soit l'objectif. C'était pas vraiment un roman historique, mais on y fait quand même référence et c'est vrai que moi c'est pas une période que j'ai beaucoup l'habitude de lire, enfin, du moins je lis pas beaucoup de livres qui traitent de cette période-là et pardon, je perds ma voix. Et donc c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait je ne connais pas du tout cette histoire et j'étais très curieuse d'en savoir plus. Donc bon, là ici on en parle beaucoup, mais on va pas au fond du sujet. Et je me suis rendu compte que c'est quand même un sujet qui m'intéressait.
Et donc, il faut que je trouve d'autres romans qui traitent de ça plus précisément. Mais pour revenir à la femme périphérique, voilà, donc tout l'aspect historique, moi j'ai adoré. L'aspect de l'enquête, alors là je suis beaucoup plus mitigée parce que en fait le sujet c'est quand même la disparition de Peter, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le point central de l'histoire. Je suis restée, en fait, en fermant le livre, je me suis dit, je me souviens de plein de trucs, mais alors l'enquête, bah, c'est pas le truc que je vais leur retenir le plus, parce que tout est passé un peu trop vite. Bon, les enquêteurs sont là, mais pas trop. L'enquête avance de façon très rapide, il y a très très peu de rebondissements, voire, ouais, non, il y en a peu. On va pas dire qu'il y en a pas, il y en a peu. Mais après, je suis pas sûre que ce soit que ça ait été la volonté de l'autrice, pardon, que ça a été la volonté de l'autrice d'en faire un roman, un polar, quoi. C'était pas du tout l'objectif, je pense. Et donc l'enquête, voilà, elle est un peu au second plan et c'est pas très grave. Après, voilà, faut vraiment pas s'attendre à ce que ce soit tout est centré sur l'enquête parce que c'est pas du tout le cas. Après, il y a cet aspect avec le directeur, comment il s'appelle ? Svensson, le directeur de la galerie, enfin voilà, celui qui va exposer les tableaux de Petra et Peter. Cet homme-là, alors ce personnage est imbuvable, horrible, complètement horrible. Il a une opinion de la place des femmes dans le monde artistique, du moins des peintures, qui est juste waouh. Il tient des discours qui sont quand même assez choquant et voilà, donc il incarne vraiment tout le côté voilà, tout cet aspect, cet aspect de on favorise les hommes, on laisse très peu la place aux femmes dans le monde de l'art. Comment dire, voilà, il pense très clairement, il le dit, que les hommes sont plus capables de faire certaines choses en termes de peinture que les femmes n'ont pas du tout la capacité. Ok, donc c'est très particulier et voilà, je pense que ce personnage, il incarne réellement tout ce côté, voilà, tout ce monde artistique qui ne laisse pas la place aux femmes en fait et ne les croit pas capables de faire plein de choses. Alors que je pense que non, enfin, il n'y a aucune raison, voilà, que les femmes transmettent ça une certaine sensibilité, que les hommes ne sont pas capables de transmettre, que les hommes transmettent des choses un peu plus viriles que les femmes sont incapables de transmettre dans leurs tableaux. Enfin, il y a vraiment des discours qui sont choquants et voilà, et ça montre réellement que bah, pour les femmes, c'est difficile de se faire une place dans le monde de l'art, dans le monde artistique, que d'ailleurs, et ils en parlent beaucoup et ça revient plein de fois dans le roman, que dans les artistes ou les peintres même, les peintres, les artistes qui sont cotés, enfin qui ont avec leur cote, bah, quand on prend le top, bah, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Quand on demande à citer des femmes peintres, eh ben, on a 2-3 noms qui nous viennent tout de suite en tête, en fonction de si on est familier ou non avec le milieu. Du moins, on a Frida Kahlo qui revient tout le temps. Et peut-être un ou deux autres si vraiment on s'y connaît. Et puis sinon, bah, pas beaucoup plus. Tandis que si on demande le nom de peintre homme, et ben là, tout de suite, on a plus de possibilités, d'idées qui nous viennent en tête. Et donc ça, c'est vraiment mis en évidence dans ce roman, que voilà, l'égalité homme-femme dans le milieu artistique, on n'en est pas encore là. Et je trouve que l'autrice, par contre, aborde cet aspect-là très très bien. Et pour moi, c'est le point principal de ce roman, c'est vraiment la place de la femme dans le milieu de l'art. Après, oui, il y a d'autres sujets qui sont abordés dans le roman, mais pour moi, ce que je retiens principalement de ce roman, c'est ça. Et pour ça, je conseille ce roman. Après, voilà, il y a l'aspect de l'enquête qui est un peu... ouais, il faut vraiment le prendre comme étant un sujet secondaire. Là, pour moi, le sujet principal, c'est celui que je viens de vous dire. Et rien que pour ça, réellement, il mérite d'être lu. Voilà, donc après, ça restera pas un coup de cœur, hein, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'aspects que j'ai pas très bien compris, il y a plein de personnages, plein de personnages, beaucoup sont secondaires, ils viennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent, bon peu importe,
voilà, c'est pas très très grave si on se souvient pas exactement de qui ils sont. Ça m'a pas spécialement dérangé, mais c'est vrai qu'il faut quand même être concentré quand on se lance dans cette lecture. Voilà, vaut mieux être prévenu. Et donc voilà pour la femme périphérique. À vrai dire, au début, quand j'ai vu le titre, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que la femme périphérique? Enfin, je comprenais pas très bien pourquoi ce titre. Et en fait, voilà. Bon, je peux pas vraiment vous aller plus loin dans cette réflexion parce que voilà, sinon je vous spoil un petit peu toute l'intrigue du roman. Mais voilà, en fait, tout ça fait sens. Une fois que vous aurez terminé la lecture, ça fera sens pour vous aussi. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie, en tout cas, parce que c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, c'est terminé. Je vous ai présenté donc mes 2 dernières lectures. J'espère que ça vous a donné envie, que les livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous font envie, ou du moins certains. N'hésitez pas à me le dire, à bien en discuter avec moi, si vous en avez lu certains, si d'autres vous font très envie. Si vous avez envie de lecture commune, n'hésitez pas aussi à me le proposer. Moi, ça me fait très plaisir et j'aime beaucoup échanger en petit comité dans les lectures communes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, si les romans que je vous ai présentés vous font envie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour l'avoir regardée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles lectures, de nouveaux romans. Et en attendant, je vous souhaite une semaine riche en lectures. Je vous fais des bisous. Ciao!